Vous écoutez La Pause Musicale, une série de podcasts proposés par l'EML, École de musique Lausanne. Un espace pour écouter, comprendre et partager la musique avec ceux qui la font vivre. Bonjour, on est aujourd'hui à l'École de musique de Lausanne et on est en compagnie de Nicolas von Ritter. Bonjour Nicolas. Bonjour Sandro. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, nous dire qui vous êtes et d'où vous venez ? Ouais, je suis compositeur comme artiste, disons. J'ai un parcours un peu particulier. J'ai commencé la musique comme guitariste de rock metal. Puis j'ai poursuivi dans le jazz où j'ai fait la première partie de mes études. Et puis j'ai développé ce goût pour la composition pendant ces études. Et j'ai finalement fini par me plonger à corps perdu dans la musique contemporaine, c'est-à-dire la musique d'avant-garde classique, musique écrite pour des instruments classiques, mais on va chercher toutes sortes de timbres, de bruits, de sonorités particulières. Et puis, le pendant pédagogique de cette casquette de compositeur, c'est enseignant plutôt dans la théorie, c'est-à-dire le langage musical, qui est le nouveau nom qu'on donne au solfège, qui concerne en fait tout ce qui concerne l'apprentissage de la musique, mais qui n'est pas directement lié à l'instrument. Donc la lecture de notes, mais aussi la maîtrise de la voix, et aussi l'oreille, être capable de reconnaître des mélodies et de les réécrire. Et j'enseigne aussi de la composition notamment, ou divers cours complémentaires qui peuvent varier d'une année à l'autre, mais qui tournent toujours autour de cette question de la théorie. Alors, on va parler effectivement toute la théorie, la pédagogie dans la musique. On va parler aussi un peu de création musicale, de numérique, d'apprentissage des instruments. Quel est le regard que vous portez sur l'évolution technologique dans la musique ? La musique a vécu des bouleversements énormes durant le dernier siècle. Déjà avec l'arrivée de l'analogique, le simple fait qu'on puisse enregistrer et réécouter la musique, et quand ça s'est généralisé dans les années 80, avec l'arrivée des DJ, il faut imaginer qu'avant ça, un musicien, c'était avant tout la personne sans laquelle il n'y avait pas de musique. C'était la personne qui permettait de danser, c'était la personne qui permet de découvrir des œuvres. Et donc, c'est tout un corps de métier, c'est toute une activité professionnelle qui a pratiquement disparu. Celle de musicien de bal, celle de musicien d'hôtel, par exemple. Tout cela concernait la majorité des musiciens il y a une centaine d'années, et aujourd'hui, presque plus personne ne fait ça. Donc l'impact a été énorme. Alors c'est pas que des choses négatives, évidemment. L'enregistrement, personne ne se plaint aujourd'hui d'avoir des enregistrements. Pour notre génération, on a l'histoire de la musique à portée de main. On n'a même plus besoin d'aller chercher les disques comme il y a 30-40 ans et de les acheter. On peut décider d'écouter n'importe quelle œuvre, n'importe quel artiste en un clic. Donc il y a une accessibilité qui s'est énormément améliorée. Mais évidemment, comme toute évolution, on gagne quelque chose d'un côté et on perd quelque chose de l'autre. Qu'est-ce qui a changé de votre façon de créer aujourd'hui et avant par rapport à ce bouleversement numérique ? Quel est l'impact en fait puisqu'on parle beaucoup d'outils d'intelligence artificielle aujourd'hui, quel est le vrai impact en fait ? Il y a eu plusieurs phases d'évolution de l'arrivée du numérique. La première, dans les années 90, on va dire, les programmes informatiques musicaux sont apparus. Essentiellement de deux sortes, ceux qui permettent d'enregistrer et de créer de la musique directement, des sons, comme Logic ou Ableton, et des programmes de notation pour la musique. Et en fait, ça a énormément changé la manière même de concevoir la manière dont on construit la musique. Il faut imaginer qu'un compositeur, avant les années 80, c'est un homme ou une femme devant une feuille de papier et avec un piano à côté qui imagine la musique et qui retranscrit au plus près ce qu'il voudrait entendre. Et en fait, dès le moment qu'on peut produire de la musique avec un ordinateur, on renverse la vapeur. C'est-à-dire qu'on se laisse aussi aller à ce que la machine nous propose. Le fait qu'on n'ait pas besoin d'écrire, mais qu'on puisse utiliser un ordinateur pour le faire, on ne va pas écrire les mêmes choses. Si je veux écrire pour 60 musiciens un unisson par exemple, tout le monde joue une mélodie très compliquée en même temps, à la main je dois écrire 60 fois la ligne. Avec un ordinateur je mets copier-coller. Donc on va aller dans d'autres directions. Qu'est-ce que ça change concrètement ? C'est difficile à le dire, mais on peut donner quand même des pistes. Notre oreille purement musicale, celle des notes, celle de l'harmonie, c'est affaibli. Clairement, je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de mal à écouter Brahms, Strauss, tous ces compositeurs de la fin du 19e siècle ou des débuts du 20e qui ont écrit une musique extrêmement complexe du point de vue des notes, des hauteurs. En revanche,
notre écoute du timbre, du son, s'est énormément développée puisqu'on travaille la matière beaucoup plus concrètement. Je prends n'importe quel hit du top 50, prenons un de mon époque, je pense à un de Britney Spears qui m'a marqué, Toxic. La qualité du son de la basse, son espèce de son qui fait... Si vous réécoutez, vous voyez, il y a une qualité sonore qui est sans précédent en fait. Et évidemment, dans ma musique à moi, dans la musique contemporaine, cette qualité-là se ressent. Pas moi particulièrement, mais cette génération-là. L'attention au son, à la matière sonore. En revanche, des questions plus abstraites, les hauteurs de notes, la forme par exemple, on est beaucoup moins capable d'écouter 30 minutes de musique, par exemple, aujourd'hui qu'il y a 100 ans. C'est une évidence. Pourquoi on n'est pas capable d'écouter Bon, d'abord parce que les habitudes ont changé. Donc on a le format FM qui est arrivé dans les années 80-90 qui coupe à 3 minutes, 4 minutes. Pour Radiohead, on est d'accord d'aller jusqu'à 6 minutes, mais les formes ont changé. On écoute beaucoup plus de choses différentes et donc on est beaucoup moins capable d'écouter sur la longueur. Il faut imaginer que Beethoven, et c'est pas les plus longues symphonies, mais c'est une demi-heure, 3/4 d'heure pour la 5e ou la 6e symphonie, c'est ce que les gens écoutent. Donc ils écoutent une demi-heure en sachant qu'entre le premier mouvement et le dernier mouvement et le mouvement du milieu, il va y avoir des connexions et que ça va faire un tout. Vous dites les gens, mais quelle catégorie, les compositeurs, quelle génération en fait. Mais je pense pas que les jeunes aujourd'hui écoutent du Schubert ou du Strauss ou du Beethoven. Il y a 100 ans, pour Beethoven il y a encore plus longtemps que ça, c'était la norme de faire ça. On était lassé par une musique courte, on pourrait en avoir évidemment pour se faire plaisir. Aujourd'hui on n'a pas cette qualité d'écoute et je dis oui les jeunes, d'accord, mais moi aussi je pense que j'ai dû écouter 10 fois la 3e de Beethoven avant d'avoir vraiment le déclic. Je me rappelle en concert et dire ok, là j'ai tout le grand tableau et oui c'est majestueux, mais on n'a plus ces habitudes-là. Et vous l'enseignez aujourd'hui à l'école de musique ? On essaye, oui, que cette tradition ne se perde pas. La musique classique, c'est quoi ça, on est dans une école d'enseignement classique. La musique classique, faut dire ce qu'il y a, les Blancs n'ont pas toujours fait que du bien à l'histoire. Mais il y a une chose qu'ils ont fait, qu'ils ont laissé à l'humanité et qui ne sera pas perdue, c'est leur musique. C'est pas la meilleure musique du monde, c'est pas la question de hiérarchiser, mais c'est quelque chose. Mais on dit que la musique actuelle, il y a beaucoup de choses qui viennent de la musique classique. Ouais, c'est une des grandes traditions musicales. Il y a aussi la tradition indienne qui est incroyable, la musique traditionnelle arabe, le jazz a été une révolution incroyable. Mais voilà, la musique, comme toutes ces grandes musiques, la musique occidentale, savante ou classique, comme on veut, c'est quelque chose, quoi. C'est singulier, c'est des musiques longues, c'est des musiques qui sont pensées, c'est des musiques qui sont construites comme une architecture. Mais elles sont pas faciles à aborder, donc l'enseignement de la musique travaille aussi là-dessus. Pense peut-être aujourd'hui, à juste raison ou à tort, que les outils numériques ou l'intelligence artificielle va tuer un peu cet effet de composition ou de... Quel est votre avis là-dessus ? Alors, il faut concrètement, qu'est-ce qu'on a ? On a des programmes qui sont capables de créer de la musique. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails tout de suite, mais en s'y plongeant un peu, on voit qu'elle est très forte pour certaines choses qui sont plutôt standardisées, et qu'elle est beaucoup moins forte pour d'autres choses, là quand c'est plus alambiqué, plus singulier, plus personnel, quand on sort des canons établis. Donc oui, pour tout un pan de la musique, du pur point de vue créatif, il va y avoir un choc. Déjà pour tout ce qui est musique utilitaire, accompagnement de radio, même de cinéma éventuellement, parce que c'est devenu aujourd'hui une musique très standardisée. Ouais, clairement ça va être remplacé, et je pense à juste titre. Il y a tout un pan aussi de la musique populaire, si je pense au cliché punk rock par exemple, punk rock californien, ça, Blink-182, pour ceux qui sont assez vieux pour connaître, ouais, ça c'est émulable à l'infini très facilement, et plein de choses. En revanche, qu'est-ce que ça va créer, le fait que ça, on puisse le produire à l'infini ? Il y a plein de solutions possibles, peut-être simplement un désintérêt pour la musique, comme c'est un petit peu le
qu'a maintenant par rapport à d'autres époques, mais peut-être aussi justement un intérêt soit pour la pratique de la musique, parce que jouer d'un instrument avec des gens, c'est quand même quelque chose, ça produit quelque chose, chanter avec un groupe, jouer avec un groupe de rock, jouer en quatuor à cordes, c'est des sensations uniques, donc il est possible aussi qu'une pratique de la musique reprenne le devant, à défaut simplement d'une écoute, ou il est peut-être aussi possible qu'une écoute plus complexe, plus exigeante, se développe par lassitude. En fait, on va chercher des choses très spécifiques, très, très uniques, comme ça existe déjà, mais peut-être que ça va se faire à plus large échelle. On a des exemples historiques, même dans les années 60, la musique populaire a énormément évolué. Il faut imaginer qu'on est passé de la chansonnette de variété à Led Zeppelin, à Yes, à des groupes de rock progressif. Donc il y a des périodes comme ça où les gens ont besoin de complexité, pour 1000 raisons. Donc il est possible que les goûts du public changent. Ils ont besoin de complexité parce que on leur donne des milliers de cadres d'écoute, mais du coup, qu'est-ce que le public ne perçoit pas là-dedans, avec les outils numériques d'aujourd'hui ou avec la composition actuelle aujourd'hui? Mais je pense que l'intelligence artificielle est capable de produire des choses très standardisées, donc paradoxalement extrêmement efficaces. C'est-à-dire musique triste, musique joyeuse, musique sensible. Et puis, c'est de la musique qui parle énormément à l'adolescence, par exemple. Parce que c'est essentialiste, j'ai envie de dire, ça transmet une émotion très forte, et quand on découvre qu'on est réceptif à ça, je pense que tout le monde l'a vécu. Stéréotypé? Ouais, peut-être stéréotypé un petit peu, mais ça veut pas dire pas sincère pour l'auditeur. Moi, c'était Iron Maiden, je me rappelle le sentiment de puissance que j'ai senti, et d'autres, ça va être des chanteuses à voix comme Lara Fabian, et ce genre de musique, oui, paradoxalement, ça va être assez facilement émulable. C'est une phase qui est importante dans l'écoute, ça veut pas du tout dire que ça va être mauvais, puis de toute façon, la personne qui pilote l'intelligence artificielle va la diriger dans sa direction, mais je pense qu'arrivé à un certain âge, après un certain nombre d'écoutes, un certain nombre de découvertes, une fois que ces sens sont peut-être un peu émoussés, aussi complexifiés, on va avoir besoin, les gens vont avoir besoin d'autre chose, et que peut-être par réaction à cette masse qui va pouvoir être produite très rapidement, il va y avoir des attitudes très différentes. En tout cas, il y a déjà, il faut le dire, de plus en plus de gens qui veulent en écrire. Ça, c'est une chose. Alors, de moins en moins de gens qui veulent écouter, ces gens qui écrivent, mais le goût de faire et de créer et la sensation d'inventer, clairement, dans les nouvelles générations, c'est quelque chose qui est important, pas pour tout le monde, mais c'est une des réactions possibles face à certaines limites que nous impose le monde. Et il y a de plus en plus de compositeurs, en fait, particulièrement, paradoxalement. C'est intéressant parce que du coup, je me pose la question, comment, de manière pédagogique, vous pouvez aider justement les élèves à vouloir s'intéresser comme vous l'intéressez et comme vous le dites à ce type de détails? C'est évidemment une question très large. Quand on apprend la musique, on apprend à en faire, puis on apprend aussi à en écouter. On apprend aussi à la comprendre, à développer son oreille. Donc, on fabrique et on affine aussi des auditeurs. Et c'est aussi important que des musiciens. On fabrique quoi? Support de cours? Comment on vient aider avec l'outil intelligence artificielle, avec les outils numériques? Comment on vient aider ce quotidien pédagogique qui est le vôtre avec tous ces détails que vous venez nous citer? Honnêtement, je ne sais pas encore exactement parce que j'ai essayé, mais je ne suis pas encore arrivé au résultat escompté. Mais j'ai nul doute que pour créer des supports pédagogiques, des fiches, générer des exercices, créer des exercices sous forme de vidéo, on puisse assez vite arriver à quelque chose de très convaincant, pour créer des accompagnements aussi pour les élèves qui veulent travailler un morceau et qui doivent jouer seuls, qui n'ont personne pour les accompagner. C'est quelque chose qui existe et qui est largement utilisé, mais on pourra le créer sur mesure et juste 2 fois plus rapidement. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui pourrait nous aider dans... On pourrait générer des exercices à l'infini. Exactement, ouais. Et ces outils seraient un avantage pédagogique clair, non négligeable. Serait clairement un avantage, évidemment, mais comme maintenant d'ailleurs, ça remplacera jamais le fait de faire ça en groupe ou avec des amis, mais par contre, ça fait gagner du temps à ceux qui maintenant déjà se débrouillent pour faire ça seuls, ou pour les professeurs qui essayent. On essaye toujours de créer du matériel pédagogique et c'est parfois long et fastidieux.
humain versus IA, je dirais. Quelle est la part d'humain qui doit rester dans cet enseignement pédagogique ? Bon, la part d'humain, elle est toujours là, parce que en fait, l'humain, il sert à quoi ? Il sert à dialoguer avec l'élève et à créer une régularité, à discuter, à donner un exemple. Et puis, on sait que quand on apprend seul, il y a toute une catégorie de la population qui a aucun problème à apprendre seul en autodidacte. Et puis, il y a plein d'autres gens, et voir les mêmes, mais dans d'autres sujets, qui, s'ils n'ont pas un rendez-vous régulier, s'ils n'ont pas un contact humain en lien avec cet apprentissage, ils n'y arrivent pas, se lassent simplement. Et donc je pense que l'humain dans l'enseignement est extrêmement important, que ce soit dans le cadre d'une école comme la nôtre, et puis pour ceux qui fonctionnent d'une autre manière, avec des groupes d'amis en autodidacte, on a besoin de partager ça. Du coup, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un élève qui voudrait apprendre ce serait déjà de commencer seul, de venir vous voir, d'avoir des bases déjà à l'école. Comment vous pourriez organiser ça de manière logistique et pédagogique ? Bien évidemment, nous on est une école de musique, donc on propose un enseignement, donc c'est toujours une bonne idée de venir dans une école, parce qu'il y a un cadre, parce qu'il y a des professeurs qui ont réfléchi à comment ils enseignaient, parce qu'il y a un cursus aussi, c'est-à-dire qu'il y a un objectif, on sait là où on va, puis il y a aussi une histoire. Il vient avec un instrument, ou bien il vient juste pour apprendre les bases de solfège ou de... Moi je pense que c'est bien qu'il y ait quelque chose de concret, donc on vient avec l'instrument. Évidemment pour les tout petits il y a l'initiation, mais les cours d'initiation musicale par exemple, où ils touchent à toute forme d'instrument, l'idée c'est quand même toujours de produire la musique, puis la théorie vient en complément de ça. Après, moi je reste assez ouvert, je pense que ce système-là n'est pas forcément pour tous. D'abord, il y a différentes sortes d'écoles, nous on est une école de classique, alors j'invite les gens à venir et je suis ravi, mais il y a aussi des écoles de jazz, et puis c'est aussi toujours possible, surtout aujourd'hui, d'apprendre en autodidacte. Chacun doit savoir un petit peu ce qu'il veut faire et là où il va et se comprendre. Je pense que pour la majorité des gens, c'est pas la bonne solution, et c'est pour ça que les écoles existent, qu'elles perdurent depuis très très longtemps, et puis que c'est des générations et des générations qui sont formées à la musique, puis du coup à tout ce qui entoure ça, qui sont des musiciens, des auditeurs, des amateurs. Comment on pourrait aujourd'hui intéresser un jeune à cette musique classique ? Parce que j'ai bien compris dans tout ce qui a été dit qu'à un moment donné, voilà, il y a une évolution. Les jeunes d'aujourd'hui aiment de la musique standardisée qui est stéréotypée parce que voilà, ils naissent avec les outils numériques, ils baignent là-dedans. Nous, on a déjà un passé, on a connu un autre pan de la musique ou une autre façon de la faire. Comment on pourrait intéresser un jeune à s'intéresser à une musique classique pour pouvoir après évoluer gentiment à la musique actuelle ? Évidemment, il n'y a pas de réponse simple à ça, mais peut-être c'est bien de faire juste un état des lieux. C'est quoi la musique classique par rapport au reste ? J'ai parlé effectivement avant de musique, disons, stéréotypée, et qui souvent parle à l'adolescence ou aux jeunes adultes. C'était pas du tout une critique, c'est simplement, ces musiques, elles ont existé, et elles ont souvent été composées aussi par des adolescents, et elles peuvent être magnifiques, mais elles correspondent aussi à un certain âge. La musique classique, c'est quoi dans tout ça ? C'est une des grandes inventions de l'Occident. C'est un des grands apports à l'humanité. Il y a d'autres grandes traditions musicales, tout aussi importantes, la tradition indienne, la tradition arabe, et j'en passe. Mais voilà, nous on a ça. Et c'est clair que c'est une musique qui est plus tortueuse, plus complexe, plus difficile à aborder, et peut-être que elle est, on y est plus réceptif à un âge un petit peu plus avancé. Mais c'est notre patrimoine en fait. Et puis c'est important d'y être sensibilisé tôt. Je pense qu'une des choses qui a peut-être été moins fait avant, mais je pense que c'est aussi important de tout de suite la mettre en rapport avec les musiques actuelles. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un gamin de 12 ans s'écoute des symphonies de Beethoven à la maison. Ça peut exister, mais c'est pas la norme. Mais de la même manière qu'on parle de littérature, de la même manière qu'on parle de peinture, c'est important qu'on ait ces points de repère-là qui existent. Et tout le monde connaît la 5e de Beethoven. Voilà. Mais peut-être qu'à un âge on se dit mais j'aimerais creuser. Et puis je vous assure qu'on peut passer bien une année à écouter la 5e de Beethoven et à y découvrir des choses incroyables dedans, mais si on ne sait pas que ça existe, c'est sûr que ça va être plus difficile. Et puis la musique classique, elle a quand même cet intérêt là qui est d'une manière différente des autres musiques, c'est que c'est une musique particulière à jouer en groupe, en orchestre par exemple.
les musiciens à cordes qui ont l'opportunité de faire de l'orchestre, c'est quand même quelque chose, de jouer à 60, une chose. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est important pour les jeunes et qui est une des raisons pour laquelle on continue de faire de la musique classique, c'est que c'est vraiment une musique du concert et c'est vraiment une musique de l'ensemble. Ça, il peut le découvrir sans problème à l'école de musique de Lausanne. Bien sûr, les cours d'ensemble font partie, sont des opportunités qui existent dans le cadre de l'école, en petit ensemble. Et ils sont sensibles, les enfants, les adultes, ils y sont sensibles bien actuellement. sûr, bien sûr, ouais, c'est toujours, quand on arrive au bout, quand ça marche, c'est toujours un sentiment incroyable. Mais même d'aller voir un orchestre, hein, quand j'emmène mes élèves à l'orchestre, on n'entend pas souvent 60 musiciens jouer ensemble en fait aujourd'hui. Hein. Et du coup, ils ne pensent pas forcément à se dire, tiens, il y a un outil numérique qui a peut-être aidé à le compositeur ou le chef d'orchestre ou le musicien pour sa partition ou pour autre. Ou même pire, si c'était il y a 500 ans, il y a peut-être des outils mathématiques qui ont aidé cette musique qui a l'air tellement expressive. C'est pour ça que cette question du numérique est un peu complexe. Mais il n'y a pas quelqu'un à l'époque qui avait déjà prévenu, qui avait déjà fait de la musique avec l'intelligence artificielle ou de ce qui existait en fait au niveau numérique à l'époque. Il y a des gens très tôt. Glenn Gould, il y a une interview de Glenn Gould dans les années 60 qui dit déjà ça. Dans quelques années, on pourra produire de la musique à l'envie. Et puis il y a des précédents. Si on parle de ces questions de la créativité, du rapport créativité-machine, il y a un informaticien qui a fait un gros travail, ça doit être dans les années 2000, 90, où il a émulé certains compositeurs et il a créé une 10e symphonie de Beethoven, une 42e symphonie de Mozart, avec des résultats extrêmement convaincants. Et on s'est rendu compte effectivement que, surtout a posteriori, hein, quand on connaît un compositeur, on peut introduire ce qui fait sa musique, coder ce qui fait sa musique sous forme mathématique. Et ça marche très très bien en fait, c'est pas un problème. Alors pour un certain nombre de gens, ça a posé la question, mais du coup, si la machine peut créer, c'est que la créativité n'existe pas. Qu'est-ce que ça implique pour les prochains créateurs? Alors ils ont proposé des pistes. Moi je suis pas aussi sûr, je pense que l'invention, en fait, reste un désir humain. Et la machine peut très bien, c'est vrai, construire, reproduire ou mélanger des choses, mais trouver la nouvelle chose, c'est quand même quelque chose de particulier. Parce que pourquoi quelqu'un se lève un matin avec le contraire de la boule au ventre, cette espèce de feu, qui dit mais j'ai envie de faire ça, parce que j'ai envie de ressentir ça, parce que j'ai envie de voir ça, et arrive à le concrétiser, puis ensuite sur des années à le perfectionner, à lui donner sens, et enfin trouve un public avec ça. En fait, que cette personne-là travaille avec un ordinateur ou avec du papier, moi je vois pas trop la différence. Est-ce qu'elle matérialise ça avec son cerveau et puis après elle le perfectionne avec un outil numérique ? Ça peut être une solution. Hein. On peut aussi... en fait, la créativité, elle a 1000 facettes. On peut générer de l'aléatoire avec un ordinateur et utiliser ça comme base de composition. On peut créer une forme avec des maths en géométrie. Moi, je fais parfois ça, des proportions. Par Bartók, par exemple, utiliser le nombre d'or pour organiser un mouvement. Donc, vous avez à la mesure, un grand coup de cymbale, la fin d'un crescendo à la mesure 128, à exactement la section d'or d'une partie. Et on peut comme ça se donner des bases. On peut au contraire écrire quelque chose et puis le faire passer à la moulinette de programmes informatiques. Et ça, bien avant l'IA. Mais qu'est-ce qui empêcherait, si je peux me permettre, maintenant un adolescent de dire « Ok, je pose sur un bouton, c'est l'intelligence artificielle qui le fait, puis après je m'attribue tout le mérite ». Ça, c'est pas un problème en fait, mais ça se passe jamais comme ça. Personne n'est satisfait d'avoir appuyé sur un bouton et d'avoir dit quelque chose. Si, il y a des gens qui le font, mais c'est parce qu'ils le font pas parce qu'ils veulent faire de la musique. Et ces gens-là, depuis toujours, ont jamais eu de problème à proposer des choses de basse qualité, et puis peut-être même peuvent rencontrer du succès. Des fois même, c'est de la grande qualité, mais c'est pas fait exprès. En fait, c'est pas ça qui est important, parce que si on prend la question du succès en musique, la part de la composition, évidemment pour la personne qui compose, c'est la plus importante. Mais dans la vraie vie, dans le chemin que cette musique va faire, c'est une toute petite partie. Il faut une constance déjà, parce que c'est pas juste avec un morceau qu'on va convaincre, on crée un univers en créant une œuvre sur le temps long. Et puis ensuite, il faut communiquer, c'est quoi l'image de cette musique, qui on est, qui on parle. C'est tout un ensemble de choses qui va faire qu'on se tourne vers une musique. Donc, c'est pas parce qu'on peut générer à l'infini des musiques, ce qu'on pouvait même déjà plus ou moins faire avec l'intelligence artificielle, peut-être avec un peu moins de qualité, qu'on va trouver le public. C'est un parcours beaucoup plus complexe que ça. Eh ben, moi, j'invite chaque auditeur à venir
écouter cette complexité, parce qu'en tout cas, vous avez un récit riche et diversifié. Et comme mot de conclusion, je vous remercie pour ça. Et je pense qu'on peut s'adresser directement sur les différents canaux de l'École de musique de Lausanne. Et en même temps, vous poser des questions. On vous retrouvera directement, soit dans cette école, soit sur un autre podcast. Merci Nicolas. Merci à vous. C'était La Pause Musicale, le podcast de l'EML, École de musique Lausanne. Retrouvez-nous bientôt pour un nouvel épisode.